Bien. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce webinaire qu'on a co-organisé entre le GRES et le VSA sur le thème du BIM. BIM, 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 une petite cloche qui sonne. C'est un petit peu peut-être l'alerte de ce qui va arriver prochainement. Qu'est-ce que c'est que ce BIM? C'est du BIM. Comment est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'il contient, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qui nous permet de faire, où sont les difficultés. C'est un peu l'idée dans une heure de présentation, de manière rapide, de manière ludique, de présenter un peu cet aspect, ce nouvel outil de travail. Et à travers quatre présentations qui seront faites par des collègues, ben, on aura l'occasion d'aller un peu plus en avant. Il y aura d'abord une première introduction au BIM par Didier Rubin. Après, on aura une approche un peu plus théorique du côté du VSA. On travaille pour les stations d'épuration, voir quels sont les outils qui sont disponibles. Et on aura surtout après deux exemples très concrets de réalisation, de mise en œuvre. On aura Frédéric Gallet qui va nous présenter le cas de la steppe de Villette à Genève. Et puis, on aura aussi Geoffrey Estrade chez Amix, qui va nous présenter le cas de la steppe de la Chaux-de-Fonds. Pour rester vraiment très concret, l'idée, c'est vraiment de voir un peu c'est quoi cet outil et comment on l'utilise. Je tiens à remercier vraiment tout d'abord le GRES, Denis Farny, hein, qui nous a accompagnés dans toute cette idée. L'idée, c'était aussi de mettre à disposition sur un format beaucoup plus convivial qu'une conférence euh, ce, ces présentations, ces outils. Donc, Denis, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots au nom du GRES ou bien si on va directement de l'avant. Ton Non, bah, je micro n'est remercie tout le pas monde de ouvert, oui. participer là. Un grand merci aussi à toi, surtout pour tout ce que tu as fait. Nous, on est un peu là derrière, en arrière, mais voilà, quoi. Un grand merci à vous tous. Ben, écoute, on va voir après les présentations pour les remerciements. Comme ça, je mets un peu de pression sur les orateurs. Mais je propose qu'on commence tout de suite avec la présentation de Didier Rubin. Donc, Didier il travaille chez Hollinger. Il va faire une introduction au BIM. C'est lui qui lance les hostilités en nous présentant de façon globale c'est quoi le BIM et à quoi il sert. Puis après, on va un peu aller de l'avant, décliner un peu ces différentes applications. Donc, Didier, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Alors voilà, donc je viens de partager mon écran. Vous me dites si ça ne devait pas jouer, mais je pense qu'on est bon. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir les feux pour ce webinaire BIM. Alors moi, je vais parler des bases de la conception BIM. Euh, attendez, euh, voilà. Alors, donc, moi, je m'appelle Didier Rubin, je travaille chez Hollinger, comme ça a été cité, et je suis membre de la direction de notre succursale de Lausanne. Et je suis aussi responsable du groupe technologique de la planification numérique pour l'ensemble du groupe, justement, qui développe ce genre d'outils qui tournent autour du BIM. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi le BIM dans les infrastructures, hein, dans ce développement, pourquoi cet outil arrive aujourd'hui en force dans nos projets. Qu'est-ce que le BIM? Comment on organise un projet quand on travaille avec cette méthodologie? Et ensuite, je vous montrerai un exemple lors des phases de conception avec quelques extraits de maquettes. Et aussi le thème de la standardisation pour faire la connexion, disons, avec les outils du VSA et ce qui se fait au sein du VSA. Et ensuite, un petit mot aussi sur le BIM en exploitation, parce que voilà, concevoir un projet en BIM, c'est une chose, mais ensuite, utiliser cette maquette, la suite logique, c'est de l'utiliser après, durant l'exploitation. Alors maintenant, disons que au niveau du BIM, pourquoi le BIM dans nos projets? Eh bien, principalement, donc, c'est parce que en Suisse, la Confédération a fait un plan d'action suisse numérique qui date de 2018. Et notamment, c'est un document qui est disponible sur Internet, vous pouvez le télécharger. Et notamment, ce document pose pour objectif que les projets de la Confédération et notamment de toutes les entreprises qui gravitent autour, comme les CFF, appliquent la méthodologie BIM, donc tout d'abord pour l'immobilier à partir de 2021, ensuite pour les infrastructures à partir de 2025. Et donc, en Suisse, on voit que ben voilà, il y a un plan d'action de fonds de la Confédération pour développer et soutenir cette méthodologie dans les projets.
Et il y a d'autres, je dirais, d'autres corps de métier ou d'autres pays qui sont encore plus en amont et qui appliquent déjà aujourd'hui cette méthodologie depuis un moment. Et donc, ça devient quelque part un standard. Donc, c'est clair que nos métiers, au niveau de nos infrastructures, ben, je dirais qu'on est aujourd'hui gentiment pris dans la vague. Et maintenant, on commence déjà à être bien dans l'application de cette méthode. Mais disons, en Suisse, je dirais un peu le plan de fond, la raison de fond vient en grande partie de la Confédération et aussi des pays alentours où cette méthodologie est déjà appliquée. Alors maintenant, qu'est-ce que le BIM? Alors le BIM, donc, ça vient de Building Information Modeling et c'est une méthodologie qu'on pourrait définir en français comme l'utilisation d'une représentation numérique partagée d'un actif bâti. Donc on entend un actif bâti pour nous principalement une station d'épuration et cela pour faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation. Et ici, j'ai spécialement souligné ces trois mots parce que c'est important de comprendre que le BIM, il est aujourd'hui principalement utilisé dans la conception de nos installations, mais qu'on commence aujourd'hui sur certains chantiers à l'utiliser directement dans la construction en se passant complètement de papier. Et aujourd'hui aussi, le trend, c'est d'arriver gentiment, mais ça viendra un peu plus tard avec le BIM durant les phases d'exploitation. Aujourd'hui, c'est surtout le cas je dirais pour le facility management, dans la gestion d'un patrimoine immobilier, un peu moins pour les installations industrielles, mais disons que c'est quelque chose qui va venir. Et donc, cette maquette numérique qu'on utilise au sein du BIM, c'est une représentation graphique 3D. Donc, c'est vraiment un modèle 3D de ce qu'on va construire, mais qui est en plus alimenté par des informations structurées sous la forme d'une base de données et qui sont les caractéristiques physiques et fonctionnelles du bâtiment à construire. Donc là, vous pourrez avoir, par exemple, le type de béton qu'il y a dans les murs, vous pouvez avoir le type de fenêtre, vous pouvez avoir dans une station d'épuration, par exemple, les puissances de tous les moteurs électriques. Voilà, il y a tout un certain nombre d'informations et on verra après que on ne peut pas tout mettre dedans, mais c'est un choix à faire par le maître d'ouvrage au début du projet. Donc ici, vous avez une petite représentation. En petit à gauche, je dirais, on peut avoir les flux de données qu'on a dans le travail d'un projet standard où vous avez les intervenants, donc un maître d'ouvrage, un planificateur général, une direction de projet, des planificateurs spécialisés et ensuite des entreprises. Et on voit qu'il y a énormément de flux bilatéraux d'informations un peu dans tous les sens, avec évidemment le risque d'avoir plusieurs silos de données, d'avoir une multiplication des informations un peu partout. Et donc, l'objectif du BIM, comme vous l'avez à droite, c'est d'essayer de tout centraliser les informations dans cette maquette numérique alimentée par une base de données d'informations pour que tout le monde puisse travailler sur les mêmes sources et les mêmes données pour éviter justement la multiplication des silos de données dans un projet qui sont toujours source d'erreurs. Voilà. Et donc ensuite, pourquoi on essaye d'implémenter le BIM? Donc vous connaissez certainement tous cette courbe ici qui montre en fait l'impact qu'on a à maîtriser les coûts lors du développement d'un projet. Donc on voit en fait que plus un projet avance en réalisation, c'est la courbe verte, donc plus moins on est capable finalement de maîtriser les coûts. Et plus on avance aussi vers la réalisation, plus évidemment les coûts associés à un changement sont élevés. C'est clair que si vous modifiez un plan, ça coûte beaucoup moins cher que de devoir démolir un mur puis de le reconstruire à côté, quoi. Voilà. Et donc l'approche conventionnelle de conception, en fait, je veux dire, donne un effort en phase 32, 41, je veux dire, comme on le voit là, au niveau d'un projet, alors qu'avec le BIM, on essaie justement il y a un effort beaucoup plus tôt déjà au niveau d'avant-projet, au niveau de projet de l'ouvrage, il y a un effort de conception et de coordination beaucoup plus tôt pour essayer justement d'impacter, d'arriver beaucoup plus vite au but de la conception. Alors, ça reste la théorie, hein, c'est jamais simple. Au début, je pense que tout le monde transpire un peu, mais on voit qu'avec avec l'habitude, avec un certain nombre d'expériences, on arrive effectivement à gagner un certain nombre de choses en précision et en coordination sur les projets. Voilà, donc maintenant un peu d'organisation au niveau du projet. Donc comment ça se passe? En fait, on voit qu'au début d'un projet, on a ici d'abord
une décision de planifier le projet en BIM. On dit voilà, donc le maître d'ouvrage dit voilà, nous, on a besoin on décide de planifier ce projet avec la méthodologie BIM. La première chose que le maître d'ouvrage doit définir, c'est les exigences d'échange d'informations. Donc, c'est les objectifs BIM et qu'on va transformer ensuite en cas d'usage et les exigences d'information. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette maquette et qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette maquette? Parce qu'évidemment, avec une maquette numérique agréée d'informations, on peut faire énormément de choses, mais on sait très bien que si sur un projet, on veut tout faire dedans, ça devient vite ingérable. Donc, le maître d'ouvrage, on va définir un certain nombre d'objectifs, on va définir un certain nombre de buts. Et voilà, donc un des buts standards qu'on a, c'est vraiment la coordination des différents corps de métier. Donc, comme ça se faisait en 2D, mais là, en 3D, c'est un des buts, je dirais, assez standards, des objectifs assez standards de l'application du BIM. Un autre objectif, ça pourrait être de dire, un maître d'ouvrage dit non, moi, je vais être axé sur les coûts. Donc, on va spécifiquement axer la maquette sur les quantitatifs pour pouvoir être au plus vite et au plus près d'un budget vraiment réel. Donc, de dire, voilà, on va tirer des modèles en béton, les quantitatifs de béton, les quantitatifs, par exemple, d'armature, des choses comme ça. Donc, pour pouvoir avoir un devis de projet le plus précis possible. Un autre usage pensable aussi, c'est de dire, ben, le maître d'ouvrage dit, moi, je veux, avec ce modèle, pouvoir communiquer avec le politique, avec la population. Donc, je vais vouloir avoir un modèle dont le niveau de détail, la représentation graphique est très élevé, sans forcément beaucoup d'informations dedans, pour pouvoir avoir un modèle réaliste, parce que voilà, on est dans un milieu sensible. Vous avez peut-être des questions d'intégration paysagère, des questions de voisins, d'immeubles, où il faut aller présenter le projet tel qu'il va être fait. Donc, voilà, il y a une multitude de possibilités qui vont devoir être définies au début dans ces exigences d'échange d'informations. Et ensuite, on va faire un appel d'offres pour les planificateurs dans lequel on va faire un PEB, donc un plan d'exécution BIM, qui lui va définir en fait, ben, dans un premier temps, pour choisir le planificateur, il va définir justement quels sont les objectifs du maître d'ouvrage, quelles sont les exigences d'échange d'informations. Il va définir tout ça. Et ensuite, le planificateur, une fois qu'il est désigné, il va reprendre ce plan d'exécution BIM et il va le faire évoluer vers un document qui va définir dedans comment on va mettre en application cette méthodologie BIM. Voilà. Et ensuite, dans l'exécution du mandat, donc là, on va créer les différents modèles des différentes parties de notre installation et avec les différents attributs. Par exemple, comme je disais avant, on décide de mettre tous les numéros PID sur chaque élément de maquette qu'il y en a un. On peut décider de mettre toutes les puissances électriques dans les moteurs, voilà, suivant les choix qui ont été faits avant. Donc voilà, donc ça, c'est la manière dont le projet s'organise. Et puis maintenant, donc, comment ça disons, ça se structure? Donc, on a déjà au sein des mandataires spécialisés, donc l'architecture, le génie civil, les techniques du bâtiment, donc on parle du CVS, mais aussi de l'EM, du process, on va avoir des modeleurs BIM qui, eux, vont produire des modèles, je dirais, spécialisés. Donc, l'architecte va faire en principe les modèles de façade, le second œuvre, les portes, fenêtres, ce genre de choses. L'ingénieur process, lui, va générer les maquettes de la partie procédé, des pompes, de la tuyauterie, des choses comme ça. Et une maquette guide génie civil qui sera ensuite repris par l'ingénieur civil pour en fait générer chaque fois des modèles partiels que l'on échange en règle générale. Ça peut être des fichiers propriétaires. Souvent, les gens utilisent aujourd'hui Revit ou Archicad ou des programmes comme ça. Souvent, on utilise un format d'échange open source qui est l'IFC pour qu'on parle tous le même langage. Voilà. Et puis, ces maquettes ici spécialisées, on peut en tirer déjà un certain nombre de choses. Par exemple, on dit, voilà, on peut tirer des isométries pour la tuyauterie, pour vous faire des simulations, des stress tests de tuyauterie, des calculs, des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, le coordinateur BIM, lui, il va recevoir en fait toutes ces maquettes-là et il va les assembler dans un modèle de coordination. Et
à partir de ça, lui, il va pouvoir en tirer un certain nombre enfin de résultats, notamment en disant, voilà, il va faire, pouvoir en tirer un certain nombre de quantitatifs pour pouvoir, par exemple, voilà, sortir toutes les quantités de béton qu'on a dedans. On va, et ça c'est une des utilisations principales, donc c'est de faire des, donc des tests de collision pour voir où est-ce qu'il y a, par exemple, un tuyau qui passe dans la ventilation, où c'est qu'il y a des conflits, et ensuite pouvoir traiter tous ces conflits pour pouvoir coordonner les modèles entre eux pour qu'on ait à la fin un modèle coordonné qui soit cohérent pour tous. On peut aussi en sortir après une maquette pour la visualisation du projet, comme j'ai dit avant, pour le monde politique et des choses comme ça. Voilà, donc le rôle du coordinateur BIM, lui, c'est d'assembler cette maquette et ensuite de contrôler les données et de détecter les clashs et de gérer cette maquette coordonnée. Voilà. Et donc, au début, comme j'ai dit avant, on va définir en fait les besoins de données, les objectifs au sein du PEB, et ensuite on voit que dans le modèle géométrique, lui, tout au long des phases de l'avant-projet, du projet d'ouvrage, des appels d'offres, mise à l'enquête, projet d'exécution, etc. Donc, lui, chacun de ces modèles, que ce soit le modèle d'information qui sont associés à la maquette, le modèle géométrique, donc lui, il va se développer tout au long du projet, avec chaque fois des cycles de coordination qui sont faits entre les différents mandataires et pour aussi une certaine décision ou atteinte d'objectifs du maître d'ouvrage, à chaque stade, on peut aussi, comme c'est représenté là, extraire un certain nombre de données ou d'état de la maquette à un temps T, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Donc en fait, là, on est à la steppe d'Orbe. Alors c'est pas en pleine nuit pour fêter Halloween. Donc ça, c'est un nuage de points. Donc on a commencé par scanner toute l'installation. Donc on fait un laser scan, ce qui nous permet en fait d'avoir sous forme de nuage de points, d'avoir en fait une représentation de ce qui existe, hein. Donc ça, c'est l'important quand on intervient dans une step existante, c'est déjà d'avoir, voilà, qu'est-ce qu'on a, de pouvoir modéliser ce qui existe. Donc, on le fait ici avec un laser scan et ensuite un nuage de points. Et ensuite, on va faire un certain nombre de maquettes numériques différentes. Donc, vous voyez ici, on a ici déjà en gris foncé, donc ça, c'est la maquette. Je l'ai pris pour la fosse de relevage et le bâtiment du pré-traitement de la steppe d'Orbe. Donc, avant, on avait le nuage de points de cette partie ici. Et donc, ça, c'est la partie existante, hein, avec le génie civil et le second œuvre. Et ensuite, on a ici ajouté en plus clair ici un nouveau bâtiment qui viendra et des nouveaux ouvrages qui viendront accoler au bâti existant. Et ici, on voit qu'on a aussi, ça c'est une auge en béton pour une troisième vis d'Archimède. On a ici une maquette numérique de la partie MCR. Donc, on voit des chemins de câbles, on voit des boîtiers qui représentent les variateurs de fréquence, les coffrets pneumatiques. Et enfin, on a une maquette numérique des équipements. Donc, vous avez en bas à gauche là, les équipements qui sont existants. On a deux vis d'Archimède. On a un certain nombre de vannes, de choses comme ça. Et ensuite, on a sur la droite, ça c'est les nouveaux équipements. Donc, on va mettre des nouveaux dégrilleurs, une troisième vis d'Archimède et ensuite un laveur de sable, des choses qui n'ont pas aujourd'hui. Voilà, donc on va faire des maquettes partielles comme ça, comme je l'ai expliqué avant, chaque corps de métier va faire des maquettes partielles spécialisées. Et ensuite, on va l'assembler ici. Donc ça, c'est la maquette coordonnée finale. Qui est, bon, ça c'était au stade projet d'ouvrage, donc il y a encore un peu de travail derrière à faire, mais où on voit aussi que là, on a même modélisé donc les futurs panneaux photovoltaïques et qui nous donne ensuite le modèle coordonné sur lequel on peut travailler. Donc voilà, ça c'est l'exemple aujourd'hui de la step d'Orbe, par exemple. Donc on va commencer le chantier débute la semaine prochaine. Et donc tout le projet a été développé avec cette méthodologie ici, BIM.
Et donc, on a ici, par exemple, donc chaque équipement électromécanique a le tag PID dans la maquette, ce qui permet d'avoir au nom enfin, pour le planificateur électrique, c'est vraiment intéressant pour aller voir chaque fois où est quelle vanne pour être sûr que c'est la bonne, puis pas de devoir demander quatre fois si il veut planifier ses chemins de câble, des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est un autre exemple où on a une maquette numérique ici d'un digesteur et de pompe d'extraction de digesteur pour montrer en fait qu'on peut, pour chaque objet, ici en l'occurrence là, une pompe à vis excentrée, on peut mettre un certain nombre d'attributs de pompe en disant, voilà, vous avez le numéro PID ici comme exemple, vous avez la dénomination de l'objet, le type de pompe et par exemple ici le choix c'était de mettre la puissance électrique et le courant. Après encore une fois, c'est le choix de l'information qui vient mis dedans, c'est vraiment une décision du maître d'ouvrage pour suivant l'utilité et ce qu'il souhaite en faire plus tard, quoi. Voilà, et vous pouvez également aussi après accrocher ou attribuer à ces objets des documents. Donc en l'occurrence ici, ça c'est une step, c'est Arabir-Six sauf erreur en Suisse allemande. Ils ont souhaité pouvoir, avec chaque objet, pouvoir mettre un lien sur les schémas électriques pour que dans la maquette, on puisse cliquer puis aller retrouver ces éléments. Voilà. Alors, comme on l'a vu avant, donc la difficulté aussi là-dedans, c'est qu'on a énormément d'attributs et on a énormément de fournisseurs, d'intervenants. Donc, on se dit bien que en termes de données, il y a une certaine standardisation des flux d'informations et de la définition des objets qui est essentielle si on ne veut pas, je dirais, avoir trop vite trop de problèmes là-dedans. Donc ça, c'est un des objets du travail du VSA dont Johan abordera la thématique plus tard, quoi. Voilà, encore un exemple encore de ce qu'on peut faire derrière. Donc, il existe une suite quand on a construit l'installation. L'idée, c'est de partir après d'utiliser cette maquette, ce bâti pour l'exploitation. Donc aujourd'hui, il y a des solutions, il y a pas mal de solutions qui se développent, encore peu dans le monde des steppes, je dirais, mais il y en a pas mal dans la gestion je dirais, de parc immobilier. Et là, vous avez un exemple, par exemple, où on peut connecter via les fichiers UFC et un certain nombre de paramètres IFC, vous pouvez connecter une maquette BIM avec une GMAO. En l'occurrence, ici, c'est un programme qui s'appelle Carl. Et ce système-là vous permet après, depuis la maquette, d'aller visualiser, ici en l'occurrence un climatiseur, où vous allez retrouver un certain nombre d'attributs de votre maquette, comme un numéro PID par exemple, comme le modèle. Et ensuite, vous avez, donc ça vous fait le lien avec la GMAO, où vous allez ici retrouver non seulement ces attributs de la maquette, mais après les données qui sont beaucoup plus classiques au niveau de la GMAO, c'est-à-dire quel est le calendrier des maintenances à faire, voilà, quand c'est que l'achat a été fait, qui c'est qu'on doit appeler quand on doit dépanner, les caractéristiques des différents éléments. Donc voilà, donc aujourd'hui, il existe vraiment des solutions intéressantes pour lier les deux et qui permet aussi d'aller, en cherchant un modèle de climatiseur, d'aller visualiser dans la maquette où est-ce qu'ils sont, ou aller, voilà, et de lier ça à votre GMAO pour pouvoir planifier toute la maintenance de vos installations. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui débute, je dirais, dans le BIM au niveau des installations de traitement des eaux. Nous, on a des demandes, on travaille on débute dans quelques projets avec la mise en place de ce genre de choses, mais je suis sûr que voilà, moi, c'est vraiment un outil qui va se développer fortement à l'avenir. Voilà, merci de votre attention. Alors, je reste à disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup Didier pour cette présentation introductive. Donc j'ai oublié de mentionner que si vous voulez poser des questions dans le chat en bas, vous avez questions et réponses. Donc les questions et les questions, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans les questions et réponses. Mais ce sera que sous forme numérique. Donc vous pouvez juste taper sur le clavier et puis poser vos questions. Le webinaire est enregistré, donc on a l'occasion également de le revoir par la suite et puis aussi de contacter les différents intervenants si c'est nécessaire.
Donc après cette introduction, cette petite mise en bouche, on va encore passer maintenant à une présentation des documents BIM pour le VSA. Donc c'est Johan Legoisiou qui va présenter ça. Johan a participé au groupe de travail BIM du VSA. Et puis pourquoi le VSA s'est intéressé à cette problématique des steps? Ben, vous l'avez vu, hein, il y a de plus en plus de steps qui se construisent en BIM. Et puis, il fallait une certaine standardisation des outils qui permettent que en Suisse, toutes les steps suivent à peu près le même standard. Et puis, Johan va nous parler un peu de ces outils de standardisation qui se font. Donc, Johan, je te laisse la parole. Merci. J'espère que la connexion va être relativement stable. Étant à l'étranger, j'ai eu deux, trois coupures chez Didier. On va essayer d'y arriver. Donc, comme introduit par Didier sur le BIM, je vais vous présenter les documents qui ont été produits par des groupes de travail pour le VSA, spécifiquement pour les STEP, même si, ça, à mon avis, ça peut aussi être appliqué sur d'autres sujets comme l'eau potable, les usines d'incinération. Et on va essayer de présenter en un temps relativement court un certain nombre de documents. Donc déjà, un peu l'introduction, pourquoi des documents BIM. Et ensuite, les deux gros pavés que Didier a déjà présentés, c'est-à-dire le cahier des charges, on va dire l'exigence d'échange d'informations, donc le cahier des charges du BIM pour le projet, la matrice standard, et puis rapidement une conclusion. Euh, alors, les discussions au niveau du VSA ont démarré en 2018, lorsque plusieurs bureaux d'ingénieurs ont eu un peu le même constat, c'est que l'utilisation du BIM était en train de devenir générale et surtout que ça entraîne des changements de méthode de travail. Euh, on l'a vu, Didier l'a présenté, c'est On a un peu une coupure de son de la part de Johan. Donc, Johan est à l'étranger. Je ne sais pas si de votre côté, euh, deux éléments. voilà, ça revient. Ah, ça a coupé? Euh, oui, effectivement, ça coupe un petit moment, mais on te laisse continuer là Ok. sur la matrice. Ouais. Donc la première partie sur la standardisation, donc comme on dit l'a présenté, il y avait l'objectif de finalement que tous les bureaux d'ingénieurs et que tout le marché de STEP, enfin tous les projets de STEP en Suisse travaillent d'une manière coordonnée pour simplifier les choses, pour que tous les acteurs du projet, qu'ils soient du fournisseur, de l'assemblier, de l'ingénieur, de l'exploitant, du maître d'ouvrage, et on travaille avec les mêmes bases standards, projet par projet. Et également définition d'un cahier des charges, comme on l'a vu aussi dans certains projets. C'est vrai que ça fait quelques années que le BIM devient la base, mais beaucoup d'appels d'offres au départ, c'était faites-nous un projet en BIM, ça prenait 3 lignes, mais il n'y avait pas vraiment de demande spécifique. Donc l'idée, c'était de définir un document où le porteur du projet, donc le maître d'ouvrage, définissait le cadre, qu'est-ce qu'il voulait faire avec le BIM, euh, pour définir en amont les objectifs et de pouvoir s'assurer que le planificateur prenait ça en compte dans son offre et dans la façon de gérer le projet. Donc, on va commencer par ce dernier document, le l'EI pour exigence d'échange d'informations, qui est la première pierre. Donc, c'est vraiment le cahier des charges pour la planification qui doit faire partie de la soumission d'ingénieur. C'est l'objectif, ça fait partie du cahier des charges. L'objectif, c'est d'avoir une compréhension commune pour toutes les parties prenantes dans le domaine des steps. Donc, aussi les rôles BIM, comme Didier l'a présenté aussi.
et qu'on essaye d'optimiser les processus avec des principes directifs qui sont définis, c'est-à-dire que enfin, tous les planificateurs aillent dans le même sens. Euh, donc le document qui aujourd'hui, à ma connaissance, pas encore sorti, qui est déjà sorti en consultation, mais qui n'est pas encore sorti de manière définitive, on a quelques soucis de traduction. Il contient les éléments que vous voyez ici, avec notamment une introduction, mais surtout aussi les objectifs et les cas d'utilisation, les produits pour bien définir qu'est-ce que finalement on produit quand on planifie en BIM, les responsabilités, donc comme Didier l'a présenté, qu'est-ce que fait un coordinateur BIM, qu'est-ce que fait un modeleur BIM, comment ils interviennent dans le projet, l'assurance qualité, et puis également tout ce qui est matériel logiciel, environnement donné. Ça a été déjà aussi présenté. Est-ce qu'on travaille sur Revit? Est-ce qu'on travaille en IFC? Est-ce qu'on a une base de données, c'est ce qu'on appelle un CDE qui est défini, libre? Voilà, ça permet de définir tout ça. Et donc, ça définit une exigence aussi. Ça va définir en fait ce que doit contenir le BEP, donc BIM Execution Plan. C'est le deuxième élément que Didier a présenté. Donc, l'EI définit l'exigence minimale pour le BEP. Donc, le BEP qui va être préparé par le planificateur, qui est l'expression des objectifs du maître d'ouvrage. On prend les objectifs du maître d'ouvrage exprimés dans le l'EI, on le développe dans le BEP qui va transférer, on va dire, enfin permettre que ces objectifs soient réalisés. C'est aussi la base pour les intervenants et ça permet aussi potentiellement de définir, par exemple, si les exigences au niveau de travaux, est-ce qu'on travaille de manière classique avec des plans en papier, est-ce qu'on travaille avec sans plan, sans papier, est-ce qu'on met en place aussi des outils de travaux numériques pour suivre les travaux. Voilà, ça permet de définir tout ça. Donc le contenu est aussi assez classique là-dedans. Euh, L'organisation de projet, le processus, les plans de coordination, des marches et les directives et effectivement aussi les logiciels. Quand on parle du l'EI, on a des objectifs. On a défini 8 cas d'application qui couvrent les prestations du projet. Et donc, comme je l'ai dit au début, l'objectif est de définir en amont la finalité du BIM. Parce que finalement, en fonction de ce qu'on veut faire, on ne va pas mettre forcément en place les outils de la même façon ou les processus de la même façon. Quand on va vouloir faire du BIM à l'exploitation, ce qui n'est pas forcément en cours, mais comme il a dit, ça arrive, on a besoin potentiellement de mettre ça en place dès le début pour avoir les bonnes bases. Si on veut également la partie coordination de la planification, c'est-à-dire un BIM de niveau 4 où on définit, on permet de suivre le phasage dans la maquette, on va devoir aussi mettre ça en place dès le début. Donc le I permet au client de définir les objectifs qu'il veut. Est-ce que c'est juste une modélisation? Est-ce qu'il veut déterminer les quantités? Enfin, voilà, tous ces objectifs au début. Ces objectifs, ils sont définis, le document défini comme ça, avec les objectifs, la description du contenu, de quoi on parle. Donc ici, pour la modélisation, ben voilà, on crée un modèle de coordination avec un degré de finalisation, contenu informatif qui sont définis. On donne le résultat, le format, structure, les phases et dates de livraison. Ici, on parle de la phase 32. Effectivement, le premier document, on partait du principe que le modèle BIM démarrait à partir de la phase 32. La dernière mouture, on laisse laisse la porte ouverte à démarrer à partir de la phase 31. Le lieu du chérage, les remarques. Donc,
les différents cas d'utilisation sont tous basés sur le même modèle comme ceci, pour permettre d'aiguiller le maître d'ouvrage dans quels sont chacun de ces outils. de ces- de ces- Ici, pareil, on voit aussi qu'est-ce qu'on veut définir, un exemple de BIM 4D au niveau planification. Donc ça, c'est aussi important quand on veut, au départ, quand l'exploitant ou le maître d'ouvrage dit, bah, moi, je veux faire de la planification travaux dans ma maquette, jusqu'où on va, dans quels détails on va, est-ce qu'on veut voir quand est-ce que la pompe est montée, la tuyauterie, ou est-ce que c'est vraiment des phasages, on va dire, pas grossiers, mais sans aller trop dans le détail. Donc ici, on voit par exemple un phasage avec une situation initiale, un ajout de bypass, une démolition, construction, mise en service, etc. Donc un plan de phasage, on va dire, en 6 étapes. On peut aller beaucoup plus loin, mais après, ce n'est pas les mêmes moyens non plus qu'on met en place. Un autre élément aussi qui est important, c'est la documentation. Finalement, qu'est-ce qu'on définit en termes de documents à la fin du projet? Un modèle tel qu'on construit, des plans 2D. euh, Ce qui est important aussi, c'était de savoir, finalement, quand on modélise en 3D, est-ce qu'on continue à produire des plans 2D? Donc aujourd'hui, la tendance, c'est de dire on modélise et on coordonne le projet sur la base de la maquette, sur la base de modèles 3D, et les plans 2D sont fournis en fin de phase et en fin de projet. Donc il y a plus de plans 2D qui sont régulièrement fournis au fur et à mesure du projet. Ce qui est important aussi, c'est qu'on n'est pas prescriptif de la méthode. Par exemple, est-ce que le modèle tel que construit il se fait à la base de relevés réguliers manuels? Est-ce qu'on fait un scan 3D des ouvrages finis qu'on remonte dans la maquette à l'aise d'un nuage de points, comme l'a montré Didier tout à l'heure? On va dire, c'est au planificateur de décider quelle est sa méthode qu'il va utiliser en fonction de l'environnement ou de comment il préfère travailler, sachant qu'à la fin, le résultat doit être le même. Voilà, si on part sur la maths. Donc, on a des petites coupures avec Johan, comme je disais, qui était à l'étranger. Je ne sais pas si ça va. Normalement, il y aura des petites coupures qui doivent revenir. Pourquoi une centralisation de données? Voilà. C'est bon. Ah, ça, c'est bon. Jusqu'ici, aujourd'hui, on a un planificateur qui, par exemple, donne une spécification de pompe avec un certain nombre de données, un assemblier qui prend cette spécification, qui va généralement en format Excel ou Word, qui lui va la prendre, va la compléter, la donne au fournisseur et qui va faire le schéma inverse pour la redonner à l'assemblier une fois qu'elle est remplie au planificateur. Et ces éléments sont généralement retranscrits dans des listes sous format Excel, alors soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Ces documents sont également liés à des PID, souvent de manière aussi manuelle. Donc finalement, on se retrouve avec rentrer la même donnée sur plusieurs documents, à plusieurs étapes, par plusieurs personnes. Et finalement, ça engendre des erreurs, du temps. Donc l'idée, l'objectif principal, finalement, c'était de simplifier toutes ces données, enfin, tous ces échanges, et de pouvoir aussi les standardiser. C'est-à-dire que quel que soit le planificateur, l'assemblier, le fournisseur, quand on a une pompe, chaque planificateur va demander les mêmes données pour chaque phase SIA à l'assemblier, au fournisseur. Donc, ça permet aussi de beaucoup simplifier les flux et notamment de pouvoir les automatiser. Euh, donc voilà, simplifier les échanges d'informations pour les appels d'offres, la gestion de données, avec une gestion centralisée dans une base de données qui finalement, où tous les acteurs du projet
vont rentrer leurs données et vont pouvoir aussi accéder à la donnée. Puisqu'il faut bien voir le BIM, il y a le I dedans qui est information. On parle beaucoup de modèle 3D qui est la partie géométrique, la, 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 la partie données et la partie information. Et généralement, dans une base de données, pas dans le modèle 3D, puisqu'on essaye de différencier le modèle 3D qui est vraiment la partie géométrique de la base de données qui gère les données. Elles doivent communiquer, et l'objectif étant effectivement que ces données soient centralisées, que les gens puissent rentrer les informations quand ils le doivent, où ils le doivent, mais qu'elles soient accessibles à tous. Que ça soit automatique, voilà, j'ai répété, garantie efficacité. Donc l'idée de standardiser, finalement, c'est qu'on s'aperçoit que sur des steps, ben, on a un certain nombre d'équipements spécifiques, mais qui sont qu'on retrouve un peu partout dans les steps, des dégrilleurs, des laveurs, des tuyauteries, des vannes, alors Stenpress, pas forcément partout, mais beaucoup. On retrouve des bennes. Enfin, on a énormément d'équipements qui sont les mêmes, donc essayons de travailler sur tous ces équipements et qui sont en plus pas forcément, qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup d'autres installations, notamment du bâtiment qui est bien avancé au niveau du BIM. Donc, par exemple, un des premiers éléments qui a été fait au niveau du groupe de travail, c'était de voir, en prenant un exemple potentiellement complexe, mais que tout le monde connaît, un laveur à sable, c'était de se dire comment on va pouvoir standardiser ces éléments. Donc déjà, est-ce qu'un laveur à sable, c'est un équipement ou est-ce que c'est un ensemble d'équipements? Donc ici, on est parti sur un laveur à sable qui est un équipement, mais avec des sous-équipements. Donc, on a un moteur, des mesures, des vannes, même deux moteurs, on a de l'instrumentation. Donc, c'est aussi de définir jusqu'où on va en termes de granulométrie. Et ensuite, d'essayer de structurer les objets et les dénominations. Donc, la base, pour être technique, on est parti sur la base de New Class. Pourquoi? Parce qu'on s'est beaucoup basé sur ce qui a été fait en Angleterre avec le Beam for Water, où les Anglais avaient déjà travaillé sur la même chose, en fait, avec leurs éléments. Donc, on a essayé de reprendre ça. Et en fait, ce qui a été aussi, ce qu'on a permis de définir finalement, c'est qu'on a associé un code à une information. Donc, on a un certain, ça permet potentiellement d'aller définir que le débit d'air d'une soufflante, bah, il a associé à un code. Donc, pour qu'un fournisseur, euh, quand il a ce code, il permet de coder aussi son information dans son système et de le retrouver directement et donc potentiellement d'automatiser tout ça. Voilà, vous avez ici un exemple d'information standard. Donc, vous voyez ici le code du VSA qui est à gauche. Pardon, je vous demande d'avoir vu le code du VSA. Donc, le code du VSA, il est unique. Donc, il permet de définir bah, le fabricant, c'est le code B00100. Et ça permet et c'est la même chose pour tout. On a on a essayé de définir quels éléments on demandait à quelle phase SIA, aussi pour aller au fur et à mesure dans le détail, sachant que les premières phases sont remplies par le classificateur, et puis à partir du moment où on arrive dans les phases 41, 51, c'est le fournisseur entre en jeu. On a ici les éléments, la codification, et qui définissent aussi après chaque équipement. Donc, par exemple, pour une vis excentrée, on voit ici qu'est-ce qu'on va demander euh, en termes de documents. Donc l'idée, c'est sur cette base, comme j'ai dit, qu'une pompe à vis excentrée, quel que soit le projet, elle a ses données demandées dans telle phase SIA et que tout le monde travaille sur sur la même base. Après, sachant que c'est une matrice standard qui est proposée, chacun peut potentiellement la modifier s'il a envie. Mais l'idée derrière, c'est quand même qu'on essaye de travailler au maximum avec des outils qui sont bien. Voilà. Donc, finalement, les documents ont été finalisés. Ça a pris pas mal de temps puisqu'on a commencé en 2018. Alors, ils ne sont plus en consultation, effectivement. Ils doivent être produits. Ils doivent être
définitivement livré. Les groupes de travail ont été mis en sommeil tant que les nouveaux besoins sont pas sortis. On verra comment ça évolue. L'objectif, c'est quand même que ces documents soient évolutifs. Et il y a la mise en place de points de contact au sein du VSA, donc des membres des groupes de travail, pour avoir les retours de la branche sur l'utilisation de ces outils, de ces documents et comment doit les faire évoluer. Voilà, je crois que d'ailleurs ça a été déjà créé au niveau du site internet. Voilà pour ma partie. J'espère que ça n'a pas trop coupé. Voilà, il y a eu quelques coupures, mais t'inquiète pas, Ouais. c'était très clair. Donc, on a une approche assez théorique maintenant. Vous avez vu, hein, il y a tout un vocabulaire qui se met en place, ce BIM. Il y a cette volonté maintenant d'avoir tous les projets de STEP en Suisse dans un même format, dans une même structure. Donc, ça, c'est très important pour que vous, en tant qu'exploitant, en tant que bureau, on puisse tous travailler un peu sur la même base. Et puis, maintenant, on va voir deux exemples très concrets d'application. Donc, l'exemple d'application numéro un, ça sera sur la STEP de Villette. C'est Frédéric Gallet, DSIG à Genève, qui va nous présenter comment, en fait, ce système a été mis en place, ce BIM a été mis en place. Et donc, Frédéric, je te laisse la parole. Donc, vous pouvez toujours poser des questions, Merci. comme je disais, dans les questions-réponses au bas de votre écran si jamais vous avez encore des questions. Et puis, ben, on place maintenant la réalisation du concret. Donc, on avait une petite partie théorie. Maintenant, Frédéric, c'est du concret, du très concret même. Et puis, on aura un deuxième exemple tout à l'heure. Oui, effectivement, bah, merci de me laisser la parole. J'espère que maintenant vous voyez toutes et tous ma présentation. Donc effectivement, voilà, bah, je me présente, je m'appelle Frédéric Gallet, je suis ingénieur d'exploitation au sein des SIG. Et bah, effectivement, quand on m'a proposé justement de participer à ce webinaire pour discuter un peu de l'utilisation du BIM en tant qu'exploitant, eh ben, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir en fait préciser sur cet élément? Parce que déjà, avec les deux petites photos qu'on voit ici à l'écran, on voit la steppe de Villette en 2018 et maintenant bah, la steppe de Villette qui est effectivement complètement achevée. Je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir effectivement vous présenter en 6 ans d'utilisation du BIM en tant qu'exploitant? Et voilà, je vais vous partager tout ça. Je précise quand même que, voilà, bah, pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas forcément les SIG, on est à peu près un peu plus de 2700 personnes et on a quand même pas mal d'équipements industriels un peu répartis sur le canton. Donc, c'est sûr que le BIM est quand même un sujet qui est relativement important chez nous et qui prend de l'ampleur parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de rénovations d'ouvrages et c'est sûr que c'est de plus en plus, en discutant avec des collègues dans d'autres activités, on a un peu des fois toutes les mêmes problématiques, on n'est pas forcément tous et toutes avancés dans la même perspective, mais on se rend compte qu'on rencontre un peu tous les mêmes problèmes ou bénéfices. Je précise aussi également par rapport uniquement aux eaux usées, on est en fait à peu près entre 100 et 110 collaborateurs. On a 4 grandes stations d'épuration, la Steppe d'Aïr, Bois-de-Bée, Chancy et Villette. On a aussi quelques stations de pompage sur le réseau primaire. Et après, effectivement, là, il y a quelques chiffres, mais effectivement, ce n'est pas les plus importants aujourd'hui. Mais on se rend compte qu'on traite quand même pas mal de litres d'eau à la seconde sur notre canton. Et ici, c'est une carte, si vous voulez, des bassins versants, où on voit qu'on a nos 4 grands ouvrages. Et en parallèle, j'ai pu en fait me remémorer les premières fois où on a commencé à utiliser le BIM. Donc, c'était à la steppe de Chancy, et c'était déjà en 2013. Et en fait, en 2013, on a commencé à utiliser le BIM, mais uniquement pour la partie GC. Donc, effectivement, toute la steppe a été modélisée et elle a permis, on va dire, de sortir plutôt les plans de coffrage, mais on n'a pas utilisé la maquette pour en fait définir et positionner l'ensemble des équipements au niveau de l'installation. Donc, on sait cantonner vraiment à la partie GC. Ensuite, on a eu, déjà en 2018, donc c'est vrai que quand Johan et Didier parlaient un peu des documents qui étaient quand même un peu maintenant et qui vont être publiés, c'est vrai que voilà, en 2018, on avait effectivement très très peu de supports sur lesquels se rattacher et ça a été un peu effectivement une première.
Mais on a voulu en fait aussi utiliser cette première pour effectivement se faire un petit peu la main sous le projet d'extension de la steppe d'Aïr qui a débuté. Et on parle même effectivement maintenant d'implémenter le Beam to Field, mais pour la partie génie civil que sur certains lots et pas forcément sur l'ensemble du projet. Et ici, effectivement, je vous l'ai dit au départ, on a commencé à travailler sur la steppe de Villette et le BIM ne s'est pas imposé effectivement de manière assez précise. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment, 2 ans après le lancement du projet, c'est vraiment la phase, justement, comme le disait Johan, en projet d'ouvrage, qu'on a commencé à se prendre effectivement cette décision de dire, effectivement, on va y aller. Mais en fait, on va y aller, mais avec effectivement toutes les parties prenantes du projet. C'était pas forcément une évidence parce que forcément, typiquement pour l'équipementier qui a participé au projet, il n'avait pas forcément de modeler BIM à disposition. Donc finalement, il a aussi en fait engagé des personnes pour pouvoir réaliser sa maquette. Et c'est vrai qu'entre toute cette phase de développement, c'est sûr qu'on a tous pris un petit peu notre courage à deux mains. Donc c'est sûr que l'établissement de la maquette par rapport à des plans 2D lambda a été quand même un peu plus long et un peu plus coûteux. Et c'est sûr que maintenant, par rapport à maintenant en 2024, c'est sûr qu'on n'a plus forcément ces mêmes problématiques. Effectivement, on travaille avec Revit. Et pour avoir un petit peu échangé justement avec l'équipementier qui était quand même un petit peu le plus novateur, enfin le plus novice, on va dire, dans ce sujet, en fait, il me spécifiait que lorsqu'il a dû en fait contacter l'ensemble des fournisseurs, il n'avait pas forcément l'ensemble des éléments qui étaient à disposition. Certaines pompes n'étaient pas encore effectivement modélisées. Et c'est pour ça que des fois, dans la maquette, on se retrouve en fait avec uniquement, je dirais, l'emprise physique de l'ouvrage, du modèle ou de la pompe ou de l'équipement, mais on n'avait pas forcément le détail extrêmement précis de l'équipement. Ça a permis aussi pour lui de créer en fait quand même pas mal de bases de données qui sont un peu maintenant, effectivement, comme le disait Johan, maintenant bien référencées, bien spécifiées. Mais en tout cas, effectivement, à l'époque, ça n'était pas le cas. Et on voit aussi fortement que le BIM maintenant, et par rapport à 2018, il a quand même beaucoup évolué. On sait un petit peu qu'est-ce qu'on veut en faire par la suite. C'est sûr qu'à l'époque, on parlait, on va dire, de l'utilisation du BIM pour l'exploitation. Donc la partie plutôt information de ces 3 lettres. Mais c'est sûr que pour l'instant, pour la steppe de Villette, on a voulu se faire la main, mais par contre, on a dès le départ annoncé la couleur en disant qu'effectivement cette maquette n'allait pas forcément être reprise pour pouvoir être exploitée par la suite. Donc c'est pour ça que pas mal d'éléments ne sont pas renseignés. Effectivement, comme le précisait avant Johan ou Didier, on n'a pas renseigné effectivement la référence du fournisseur, on n'a pas spécifié l'intensité du courant électrique du moteur et ce genre d'éléments. Donc c'est pour ça que c'était en fait une maquette qui est un peu nue entre guillemets dans sa partie information. Ici, je vais vous lancer une petite vidéo, donc j'espère que ça va passer, mais c'est vous présenter un peu l'utilisation qu'on a eue au niveau de l'exploitation lorsqu'on recevait effectivement ces maquettes, pour vous montrer en fait quelle approche on a pu avoir lorsqu'on recevait ces informations en 3D. Et en fait, je vais pouvoir après vous parler un petit peu des différents éléments qu'on a utilisés avec cette maquette pour plutôt se projeter en tant que futur utilisateur du bâtiment et des opérations qui en découlent. Donc, je lance la petite vidéo. Et du coup, là, on se voit qu'on est dans un bâtiment où, effectivement, on voit un peu, en se baladant de manière un peu à hauteur d'homme, presque un petit peu dans un jeu vidéo, comment va se construire, comment va ressembler effectivement le bâtiment. Et on voit que, effectivement, pas mal d'éléments sont quand même bien représentés. Donc, on arrive bien se rendre compte de ce que va être la future conception. Donc après, ici, on circule un petit peu dans des galeries souterraines avec quelques longueurs de tuyaux qu'on a un peu partout. Et après, on voit aussi en fait un peu peut-être une petite différence dans le sens où entre l'ancien bâtiment qu'on a quitté et le nouveau, cette nouvelle galerie, on a quand même 2-3 ans d'écart, parce que finalement, le projet de la steppe de Villette a quand même été un chantier qui a duré en plusieurs étapes.
Et on se rend compte que certains éléments, et on le voit bien ici par exemple, on a cette pompe qui à l'époque n'était pas en fait modélisée par le fournisseur, et donc on voit qu'on a juste en fait un cylindre par rapport à effectivement une pompe qui était déjà intégrée dans le BIM, où on voit ici effectivement une vanne Sista qui est comme en réel. Et en tout cas, nous, ce qui nous a permis de se rendre compte avec ce BIM, c'est que de recevoir des plans 2D comme on avait l'habitude et de travailler sur une maquette 3D, eh ben, nos habitudes, elles sont quand même un petit peu chamboulées parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même vision, il faut s'y faire. Et on se dit, tiens, chouette, on va gagner du temps en fait, à revoir ces plans 2D, ces plans de coordination par rapport à la maquette 3D. Mais finalement, on se rend compte qu'en des fois, on y passe plus de temps. Parce que il faut se faire la main, il faut comprendre un peu comment naviguer et comment utiliser cette maquette. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident dès le départ. Il faut aussi faire extrêmement attention parce que en utilisant un peu cette maquette et puis en se baladant, je dirais, un petit peu à la façon d'un jeu vidéo, eh ben, on a parfois peut-être des vues qui sont un peu biaisées, dans le sens où j'ai mis un exemple ici en bas. Donc ça, c'est un extrait de la capture de la vidéo que je vous ai proposée tout à l'heure. Et on se rend compte, là, typiquement, c'est effectivement l'implantation de 3 débitmètres. Et là, typiquement, on voit effectivement qu'il y a quand même un petit léger défaut de positionnement pour pouvoir aller maintenir le débitmètre lorsqu'il faudrait le changer. On voit ici qu'on a effectivement les deux jeux de brides qui sont l'un au-dessus de l'autre. Donc, c'est sûr qu'en termes d'intervention, ce n'est pas forcément des plus judicieux. Et là, typiquement, je vous le dis, on était plusieurs personnes dans différents domaines, autant la partie effectivement exploitant que l'équipement entier qui a dessiné ces conduites et puis nos mandataires qui s'assuraient de la coordination des travaux. Eh ben, on a tous un petit peu utilisé la maquette de la même manière et en fait, on ne s'est pas forcément rendu compte de ces petites erreurs de positionnement d'équipement. Par contre, pour nous, en tout cas exploitants, c'était assez agréable de pouvoir travailler avec cette maquette parce qu'on a vraiment pu se rendre compte de l'ergonomie, je dirais, du bâti futur. On a vraiment pu, en fait, vraiment évaluer toutes les opérations de maintenance, d'exploitation, des travaux de contrôle qu'on effectue dans une station d'épuration. Et pour mes collègues qui sont exploitants, on sait très bien que des fois, c'est quand même des tâches qui ne sont vraiment pas les plus agréables à faire. Et on a vraiment pu utiliser cette maquette pour se rendre compte, on va dire, voilà des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir après faire ces futures tâches qui nous incombent. Et ça a permis aussi également de pouvoir bien comprendre l'implantation de certains équipements dans l'installation, parce que des fois, travailler dans des plans 2D, on ne se rend pas forcément compte de la distance ou ce genre de choses. Donc ça, effectivement, la maquette a été d'un grand avantage. On parlait aussi tout à l'heure justement des séances de coordination qu'on pouvait avoir à différentes phases du projet. Et ça, avec ces petits extraits que je vous présente ici, ça permet quand même, quand on faisait ces séances de coordination, à ce que tous les corps de métier, en fait, puissent effectivement se rendre compte des besoins de l'autre effectivement entité. Parce que, OK, effectivement, on a beau définir dans une maquette, on sait qu'on a un clash entre telle ou telle conduite, la maquette le détecte, mais après, voilà, ça permettait aux deux entités concernées de pouvoir effectivement, un petit peu s'arranger pour pouvoir, en fait, dévoyer certaines conduites ou d'essayer de trouver des solutions. Et ça permet vraiment de pouvoir mieux réfléchir sur la conception de l'installation pour rester toujours dans la partie, je dirais, vraiment ergonomique de l'installation, pour que, effectivement, après, toutes les tâches qui sont liées à l'exploitant puissent être effectuées correctement. Et après, lorsque les installations sont vraiment bien effectivement définies, bien modélisées, où on va des fois quasiment jusqu'à la vis et au boulon, eh ben, ça permet, comme là, on le voit sur la petite image là, qui est tout en haut à droite, on a vraiment effectivement, la perception de si on doit aller changer une roue dans un pont, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour cette opération. Donc ça, c'était vraiment extrêmement avantageux. Ensuite, un autre petit focus qui est tout ce qui est effectivement tâches, on va dire, d'extraction de pompe, de manutention. C'est vrai qu'au départ, on s'est dit, on va plutôt concevoir notre maquette sans dessiner ce genre d'équipement. Alors bien entendu que les plus gros
les ponts roulants qui traversent toute une dalle, tout un bâtiment. Ça, ils sont effectivement quand même bien dessinés. Mais voilà, c'est surtout ces petits équipements de manutention qui sont des fois les éléments qu'on manipule le plus dans une station d'épuration. Et ben, au début, on ne les a pas forcément effectivement implantés et on se rend compte qu'on aurait vraiment dû le faire dans le sens où là, je vous présente un exemple. Je vais lancer de nouveau une petite vidéo et on voit effectivement en vue de dessus, cette pompe, malheureusement, on a juste une conduite qui passe au-dessus. Donc, c'est sûr qu'aller positionner un rail au-dessus pour effectivement pouvoir déplacer la pompe et pouvoir la déboucher effectivement quand même de temps en temps, et on se rend compte qu'on a quand même dû, voilà, des fois, trouver des solutions un petit peu de sur-mesure, des solutions qui étaient parfois un petit peu complexes parce qu'on n'avait pas forcément 36 000 solutions qui s'imposaient à nous. Et du coup, si on avait pu définir ces éléments dès le départ, effectivement, ici, ça mangeait absolument pas de foin de pouvoir en fait retravailler le positionnement de cette pompe dans cette galerie parce qu'on a effectivement quand même relativement de la place et on aurait pu effectivement s'éviter de devoir installer des éléments vraiment sur mesure. Donc ça, c'est un petit retour d'expérience. Et en fait aussi après, je me suis effectivement rappelé en fait l'ensemble des éléments qui ont conduit à utiliser cette maquette tout au long du chantier. Ce qui est effectivement réellement extrêmement important, c'est, comme ont précisé justement Didier et Johan, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut renseigner dans cette maquette. Parce qu'effectivement, on peut vraiment tout faire, clairement. Mais par contre, il faut dès le départ, effectivement, établir cette charte de collaboration numérique. C'est extrêmement important. Et ça permet effectivement de définir, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir et qu'est-ce qu'on veut comme information. Parce que, effectivement, passer du temps pour renseigner les 350 caractéristiques d'un élément, si après on ne va pas l'utiliser, effectivement, ça ne sert à pas forcément grand-chose. Je précisais aussi lors des séances de coordination, ça permettait, lorsqu'on était tous autour de la table, à trouver vraiment des solutions pour en fait designer l'installation de la meilleure manière possible. Après, lorsqu'on traitait un peu les clashs que la maquette met en évidence, effectivement un clash, effectivement c'est deux conduites qui se touchent. Mais deux conduites qui se touchent, effectivement il suffit qu'on ait 1 centimètre dans les paramètres qu'on a définis et effectivement il n'y a pas de clash. Mais par contre, on se rend compte que des fois, par moment, et c'est par exemple le cas, par exemple, je prends l'exemple de chemin électrique, un chemin à câble. Si par exemple on définit qu'au-dessus du chemin à câble, on laisse effectivement 2-3 cm avant qu'un tuyau puisse passer, c'est sûr qu'après on ne pourra jamais repasser nos mains pour aller en fait remettre un nouveau câble. Donc il faut vraiment bien définir un peu des zones d'exclusion autour de certains équipements pour ne pas avoir justement à se retrouver dans des situations qui sont après des fois un peu complexes à résoudre. Et après, je dirais que effectivement, le métier de modeler BIM, alors c'est plus forcément maintenant un nouveau métier, mais en tout cas à l'époque, c'était un peu le cas. Et effectivement, il faut quand même pas avoir certainement vraiment des compétences. Effectivement, il faut avoir fait quand même quelques projets derrière, parce que c'est pas si simple que ça de tout en fait agréger les maquettes du sanitaire, du CV, du process pour en fait en faire une maquette qui tienne la route. Également, pour nous utilisateurs exploitants, c'est extrêmement important de savoir utiliser les viewers de ces maquettes parce que des fois on peut vite s'y perdre avec ces programmes effectivement informatiques qui ne sont pas des fois forcément super intuitifs. Et si on ne se met pas vraiment dedans, on n'y met pas un peu du sien, c'est vrai qu'on peut vite passer à côté de certains éléments qui peuvent être importants. Donc, c'est vraiment nécessaire de s'assurer d'avoir en fait une formation pour l'utilisation de ces viewers de maquettes. Il y a aussi pour moi un élément qui est relativement important, c'est en fait la diffusion des mises à jour de la maquette. C'est vrai qu'on a beau faire effectivement des séances de coordination de manière régulière, mais si par exemple la maquette n'est pas transmise régulièrement à jour, du coup on se dit mais tiens, les petites remarques ou les modifications qu'on a faites la séance passée, si déjà on ne peut pas les voir, c'est sûr que des fois on va perdre un petit peu du temps. Et après, effectivement, je disais une perte de confiance possible, alors pas en nombre d'atterres, effectivement, je le rassure, mais on va dire au niveau de confiance de la maquette. Et c'est vrai que si effectivement ces mises à jour ne sont pas diffusées régulièrement, on se dit mais quelle est l'importance de regarder une maquette qui n'est pas forcément à jour? Donc du coup, ça c'est vraiment un élément assez important. Après,
il faut aussi se poser la question, mais effectivement, comment est-ce qu'on va après reprendre cette maquette quand on la recevra à la fin du projet? Il y a vraiment cette partie, on va dire, de gestion des modifications maison. Quand je dis modification maison, on sait bien qu'en exploitation, on est toujours assez fort pour ajouter un petit bout de conduite par-ci par-là, pour ajouter un petit équipement par-ci par-là. Et du coup, ben, effectivement, après, ben, des fois, on est un peu tout seul, on arrive à faire ça tout seul. Mais après, ben, c'est sûr que si on laisse traîner ça pendant quelques années, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver en fait avec une maquette, mais qui ne correspond absolument plus à la réalité. Et en fait, il faut vraiment se poser la question, mais comment est-ce qu'on va pouvoir, on va dire, reprendre cette maquette pour pouvoir la mettre à jour et la tenir à jour? Après, je vous disais qu'effectivement, au sein des SIG, donc voilà, ils sont quand même pas mal de métiers techniques. Et ben même encore maintenant, en fait, on n'a pas encore une position assez claire sur quelle personne on va pouvoir contacter à l'interne pour nous mettre à jour cette maquette. Donc ça, c'est assez important à définir. Et surtout aussi, bah, c'est sûr que par exemple, on a des outils aussi qui nous gèrent déjà nos processus, hein, et je prends typiquement l'exemple de la GMAO. Et ben, la GMAO, nous, chez nous, elle est faite par SAP. Et je ne sais pas si tout le monde connaît un peu SAP, mais c'est quand même assez complexe. Et si par exemple, on définit que effectivement, dans notre maquette, on a renseigné tous les équipements liés à une pompe, mais que finalement, on n'arrive pas à la lier à nos processus internes, eh ben, effectivement, on devra peut-être faire du travail, hein, peut-être pas forcément pour rien, mais ça peut être compliqué de pouvoir les faire communiquer. Et typiquement, ben voilà, de créer des standards, c'est une chose extrêmement importante pour ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu effectivement ce que j'ai réussi en fait à synthétiser de ces quelques années d'expérience, mais vraiment plutôt en tant qu'utilisateur de la maquette et effectivement pas en tant que partie prenante pour dessiner des éléments dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les éléments le plus important que je veux mettre en évidence pour qu'effectivement l'ensemble des exploitants qui m'écoutent aujourd'hui puissent en tout cas être attentifs à ces petits éléments. Et du coup, effectivement, je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà, j'ai mis aussi un petit peu de pub. Effectivement, la semaine prochaine, on effectue des portes ouvertes sur la steppe de Villette. Donc, si vous voulez vraiment voir maintenant en réel ce que vous avez vu dans la petite vidéo, eh ben, vous êtes bienvenus, on y sera. Et également, voilà, j'ai mis mon mail tout en bas si vous voulez me contacter sans problème. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. C'est très pratique, c'est très concret. Je remercie aussi pour ce retour d'expérience. Je crois il est très important. On est au stade vraiment, on a besoin de ce retour d'expérience. Et puis, on va directement passer avant les questions. Il y a deux questions, on va y revenir certainement après. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue ce retour d'expérience maintenant avec Geoffrey Estrade qui travaille chez Amix et qui va nous présenter le projet BIM de la steppe de la Chaux-de-Fonds. J'imagine, Geoffrey, que tu partages pas mal d'expériences de Frédéric, mais j'aimerais bien avoir, parce qu'on parle là, on n'est pas avec les SIG, avec une force de frappe de plus de 1500 personnes, 1700 personnes, on est avec une plus petite step peut-être, c'est aussi une des questions qui va venir tout à l'heure, la taille critique, mais j'aime bien avoir aussi cette expérience. Donc, Geoffrey, je te laisse la parole pour présenter cet exemple de la chaux de fond. Ouais, ok. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est parfait. Le micro fonctionne? Super. Je lance la présentation. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai appelé cette présentation un petit peu BIM, conception-construction, c'est ce qu'on entend souvent, et après. Donc, cette présentation va surtout s'accentuer sur le et après. Donc, sous-entendu, la prochaine étape qui serait le BIM d'exploitation. Donc, rapidement, je me présente, hein, Geoffrey Estrade, vous avez mon mail ici, n'hésitez pas à me contacter par la suite pour toute question, je me ferai une joie d'y répondre. Donc moi, depuis 2011, programmeur et responsable R&D pour la société Amix. Donc Amix, on fait société d'automatisme, on fait de la conception de systèmes de contrôle commande. Je la présente en un slide, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est une société fondée en 2002. On est 20 personnes, une vingtaine de personnes sur 2 agences, Genève et Neuchâtel. Donc, les métiers, c'est principalement, enfin exclusivement même, donc l'ingénierie électrique, programmation d'automates, supervision, du développement logiciel, en passant par la partie serveur, réseau, mise en service, service après-vente. Donc, on couvre vraiment tout le service, on va dire, du capteur au serveur pour les projets d'automatisme.
Et donc, essentiellement, le cœur d'activité, c'est le traitement de l'eau. On fait aussi beaucoup de traitement de déchets, tout ce qui va être centrale thermique, pompage. Donc, on va dire tout ce qui est environnement, en fait, tout ce qui est voilà, dans le domaine de l'environnement. Et on a quelques certifications, enfin la plupart Schneider Electric. Donc, on est expert et certifié Schneider Electric dans le monde de l'informatique industrielle. Donc, voilà, je titre un peu vers un BIM d'exploitation, point d'interrogation. Donc déjà, un peu volontairement, je mets un BIM d'exploitation et pas le BIM d'exploitation. Et je sous-titre une évolution plus qu'une révolution. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, quelques temps, il y a des gens, les gens qui font du BIM, qui sont venus un peu nous voir en disant, bon, la suite, c'est le BIM d'exploitation, il faut se lancer là-dedans, il faut faire des choses. Donc, on a dit, OK. Donc, la première chose, OK, qu'est-ce que le BIM d'exploitation? Donc, on n'a pas su trop nous expliquer, en fait. Donc, c'est en cherchant un peu sur Internet, regarder où en était l'état de l'art. C'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de papiers. Ça reste assez théorique, assez complexe de prime abord à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de cas d'usage. C'est vrai quand on cherche un peu, on voit beaucoup d'exemples qui sont plutôt liés au monde du bâtiment. Dans l'industrie et puis dans le monde des steppes, on ne voit pas encore beaucoup ces choses-là. Donc, partant de ce principe, le BIM d'exploitation, on se dit, OK, ça a l'air un peu complexe. Est-ce que c'est une complexité de plus? Comment ça se passe en termes de mise en œuvre, en termes de maintenance? Enfin, c'est un sujet qui n'a pas l'air, en tout cas au départ, très simple. Et puis, du coup, c'est les interrogations. Finalement, le BIM d'exploitation, est-ce que ça va combler un manque? Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, ça répond à un besoin? D'où le sous-titre précédent, évolution et non révolution. Peut-être que le futur me donnera tort, hein, on verra. Mais alors, bon, partant de ce constat-là, on s'est dit, on va essayer d'attaquer les choses à notre sauce. Donc, on aime bien commencer par des choses simples. Donc, on se dit, OK, BIM, déjà, BIM, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts derrière cet acronyme. En général, dans la tête des gens qui sont peut-être pas forcément experts BIM comme on l'a été, BIM, c'est avant tout une maquette 3D des installations, bien que ce soit pas, il faille pas le réduire à ça. Donc on s'est dit, déjà, un premier BIM d'exploitation, simplement, ça serait de donner à l'exploitant cette maquette 3D. Quand je dis donner à l'exploitant, c'est lui donner la possibilité, depuis sa supervision, parce que nous, on est dans le monde de la supervision, un accès à la maquette. C'est vrai que souvent, ces maquettes, c'est soit sur des plateformes en ligne, il faut créer un compte, il faut y accéder depuis des PC qui ne sont pas forcément les PC de la salle de commande de la STEP, ou alors il faut passer par des viewers qu'on doit installer sur ces PC, des viewers qui ne sont pas toujours très simples à prendre en œuvre. Donc, on se dit, déjà, on va essayer de donner à l'exploitant, depuis la supervision, l'accès à cette maquette. Bon, ça, c'est un faible coût de mise en œuvre, puisqu'on arrive assez facilement, nous en tout cas, à intégrer ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bon, essayons de construire quelques cas d'usage en se mettant à la place de l'exploitant, en discutant avec l'exploitant. Quand je dis l'exploitant, c'est aussi les gens de la maintenance, bien sûr. Quelle fonctionnalité pourrait, dans la vie de tous les jours de l'exploitant, de la maintenance, mais aussi de nous, quand on fait une mise en service sur une nouvelle installation qu'on ne connaît pas forcément, quel genre de fonctionnalité pourrait être intéressante? Donc, la première, tout simplement, c'est de pouvoir aller faire des recherches d'éléments. J'ai la supervision, il y a une pompe qui est en alarme, j'ai le tag, le KKS, l'identifiant, assez facilement le retrouver dans la maquette pour voir dans le bâtiment, dans l'installation, où se situe l'élément. Que ce soit une pompe, un capteur, une vanne, enfin tous les équipements, on va dire, de contrôle commande, quoi, tous les équipements de contrôle commande. Ensuite, assez facilement, ce qu'on a réussi à faire, c'est dans la maquette, donc rajouter visuellement de l'information pour positionner, par exemple, des équipements qui seraient en défaut. Donc concrètement, je vais vous montrer des copies d'écran, à quoi ça ressemble. Donc je mets la supervision AMIX. Donc les copies d'écran que vous allez voir, c'est donc des copies de la supervision, donc de la STEP de la chaux de fond.
Et l'extension Factory, c'est toute la partie, on va dire, qu'on développe en plus d'un système de supervision, on va dire, d'un produit commercial pour pouvoir faire cette gestion du BIM. Donc, voilà, un écran de supervision comme on en a l'habitude, en tout cas chez nous. Donc, 2 écrans, un poste de commande avec 2 écrans. Donc, à droite, une supervision d'un bassin de traitement de micropolluants. Et donc, sur l'écran de gauche, cette fameuse maquette de l'installation des micropolluants. Donc, on y arrive en cliquant sur le petit icône ici, puis ça ouvre une interface. On a une liste une liste de maquettes. On parle souvent de jumeaux numériques aussi. Donc, on peut aller ouvrir cette maquette. C'est important à rappeler. Donc, sur le PC, vraiment, qui nous sert à faire cette supervision. Et on ouvre la maquette en local. Ça ne va pas se connecter sur un cloud chez Autodesk ou je ne sais quel acteur. Non, non, c'est vraiment local. Il n'y a pas besoin de connexion Internet parce que c'est aussi un peu le problème. C'est voilà, le problème de cybersécurité. On ne peut pas d'un coup ouvrir toutes les connexions pour ne serait-ce que ramener le BIM dans la supervision. Donc, je disais, fonction de recherche des éléments dans la maquette. Donc, on a sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur la gauche de la maquette, voilà, j'ai écrit, il y a un petit filtre 1342, par exemple, ça me filtre tous les éléments dont le numéro, donc le tag des éléments, on retrouve 1342 dedans. Donc, ça me fait une petite arborescence. Donc, je vois STEP, MP pour micropolluants. Et puis, j'ai les éléments. C'est petit. Hop, voilà. Le slide d'après, je fais le focus sur la partie gauche de l'écran. Donc, pompe de relevage, niveau bâche, avec vraiment le tag et la description telle qu'on la retrouve dans la supervision. Donc, telle qu'on la retrouve dans l'automate, dans le schéma électrique, puisque en tout cas, avec nous, notre méthodologie de travail, tout est lié. Donc, en cliquant sur un élément, ça va aller me faire le zoom dans la maquette pour m'emmener où se situe la fameuse pompe ou la fameuse vanne, le capteur. Donc, première fonction de recherche des éléments assez simple. Donc voilà, j'ouvre la maquette depuis la supervision, j'ai l'arborescence de tous les équipements qui concernent l'automatisme. On ne va pas ici avoir référencé les portes et les serrures. C'est pas ça, on pourrait, mais en tout cas, c'est pas la question aujourd'hui. On a ensuite par-dessus une petite pastille bleue. Donc, c'est partout où est-ce qu'il y a des éléments donc, qui sont dans la supervision et donc dans l'automate. Donc, encore une fois, les pompes, les capteurs, les vannes, etc. Petite pastille bleue, il y en a certaines comme ici en bas à droite qui sont en rouge. Donc, c'est en bas, il y a un petit capteur. En ce moment, quand j'ai fait la copie d'écran, donc il était en alarme. Donc, bon, pour faire ce premier BIM d'exploitation, on va l'appeler comme ça, de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne avec notre système de supervision et cette fameuse extension logicielle que l'on développe donc chez nous qui s'appelle Factory. Au moins, il nous faut une maquette 3D, donc sous forme de fichier IFC, puisque c'est le format qui est standard ouvert aujourd'hui, donc un ou plusieurs fichiers format IFC. Et la chose importante, c'est que dans la maquette, les éléments doivent être tagués. C'est-à-dire que la pompe, je ne sais pas, elle s'appelait MP_1342. Je dois retrouver cet élément dans la maquette. C'est le tag qu'on retrouve dans le schéma électrique, qu'on retrouve dans l'automate, qu'on retrouve dans la supervision. Donc voilà, c'est ce qui va nous permettre automatiquement de faire le lien pour retrouver les équipements du contrôle-commande qui sont référencés dans la maquette. Et en termes de programmation, pas grand-chose, puisque avec notre outil, l'ajout d'une maquette, elle se fait par l'utilisateur. Donc, par l'interface du logiciel Factory, on fait télécharger un nouveau fichier IFC. Si les éléments sont tagués à l'intérieur et que le système retrouve les mêmes tags dans le système de contrôle-commande, les liens vont se faire et on aura donc ces fameuses petites pastilles et cette arborescence qui se créera automatiquement. Un petit mot sur cette fameuse extension Factory. Donc nous, on travaille avec plusieurs systèmes de contrôle-commande, plusieurs systèmes de supervision, on va dire logiciels du marché, avec PlantSCADA, PCView. On est en train de se développer sur Wonderware System Platform. Donc, on va dire, c'est les plus gros acteurs du marché, en tout cas ici en Suisse. Et c'est vrai que si on veut apporter des fonctionnalités qui aillent un peu plus loin que le simple entre guillemets, système de supervision,
on se retrouve un peu limité. Donc, on a, il y a quelques années, décidé de développer notre propre, alors pas supervision, mais on a appelé ça une extension qui permettra d'apporter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, Factory, ici, on voit qu'on se connecte sur un système de supervision qui lui-même est connecté à des automates qui sont connectés à des équipements. Donc, de par ce biais, on est capable de récupérer toutes les données temps réel, l'archivage des points de mesure. On a développé donc sur cette plateforme-là, chose que certains connaissent, un système de post-it donc électronique, numérique, donc qui se retrouve dans le système de supervision. C'est une application web pour aller visualiser les maquettes. Alors, quand je dis web, c'est parce que ça tourne dans un navigateur web, mais ça reste en local sur l'intranet, sur le réseau du client, bien qu'on puisse l'ouvrir au besoin sur l'externe. Donc, application web qui permettent d'ouvrir, de visualiser ces maquettes, les archivages de là ou des systèmes de supervision qui seraient connectés, parce que Factory, on peut le voir comme une hypervision finalement. On va pouvoir interconnecter différentes sources de données. Et puis, on peut faire du reporting, coupler ça à un système d'alerte, de téléalarme, une gestion de documents. Potentiellement, on a fait des connexions avec des logiciels de GMAO. Donc, je mets GMAO, j'aide. Ça remplace pas un logiciel de GMAO. L'idée, c'est vraiment d'interconnecter un système de GMAO avec ce monde-là. Et donc, quand nous a demandé d'intégrer du BIM, en tout cas de la maquette 3D, on s'est dit, OK, pas de souci, on va le faire dans Factory. Donc, on intègre du BIM. Donc, j'ai bien séparé quand même, parce que c'est pas toujours clair, la partie 3D, donc vraiment la maquette, de la partie attribut. Attribut, donc ça sera la base de données, des éléments liés aux équipements. Alors, une petite vidéo, voilà, là, c'est sur l'écran de la supervision. Donc, bon, c'est un viewer qui est quand même assez simple. On a épuré de toutes les fonctionnalités qui peuvent faire peur, de prise de mesure, de coupe, d'explosion des éléments. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités quand on utilise un viewer, style Navisworks ou autre, qui peut faire un peu peur, quoi. C'est pas que ça fait un peu peur, c'est que c'est un peu compliqué à prendre en main au départ. Donc, on voit à gauche, l'exploitant, il sélectionne une vanne et puis la maquette, elle bouge en conséquence, une vanne, un clapet, pour aller nous montrer dans la maquette où se situe l'élément. Donc, ensuite, on peut zoomer, se déplacer. Quand on passe la souris sur une petite pastille, ça nous remet dans une petite infobulle le nom, le tag. Et puis, si je clique dessus, ça m'emmène dans la maquette à cet endroit-là. Donc ça, c'est écran de gauche, ça, écran de droite, la supervision, et puis encore un troisième écran, les caméras, par exemple. Donc c'est vraiment l'outil qui est donné à l'exploitant dans sa salle de commande. C'est ça qui est important, c'est d'amener le BIM dans la salle de commande. Donc, pour l'instant, ça reste quand même, on va dire, en recherche et développement, hein. On cherche vraiment les cas d'usage et puis les partenaires pour développer des fonctionnalités qui paraissent intéressantes, en tout cas pour l'exploitation maintenance. Après, on a plein d'idées, hein, qu'on peut apporter par-dessus. Donc, c'est toujours faire plus d'interaction entre la supervision, la maquette, c'est-à-dire que voilà, là, j'ouvre la partie BIM depuis la supervision, mais on n'a pas encore beaucoup d'interactions entre ces deux logiciels-là. Donc, l'idée, ça serait depuis la maquette, je sélectionne un équipement, puis sur la supervision à côté, ça m'affiche la page où se trouve cet élément. Ou inversement, depuis la supervision, j'ai une pompe, plutôt que d'aller dans la maquette, de rechercher, de taper le numéro de la pompe, je pourrais simplement cliquer sur ma pompe, je garde cliquer, puis je la glisse et je la dépose dans la maquette. Comme ça me fait la recherche automatiquement. Dans la maquette, cliquer sur un objet, on a les éléments. Comme on a dit là, c'est intégré dans Factory. Donc Factory, de facto, on a les éléments d'archivage, les éléments temps réel. Donc ça serait dans la maquette. Quand on clique sur un élément, peut-être d'avoir un petit pop-up, un petit volet qui nous remet la partie, peut-être, est-ce qu'il y a les alarmes sur cet élément, mesure, peut-être avec un petit indicateur de mesure. La partie document, c'est donc de ramener les documents de la pompe dans la maquette. Donc, je clique sur la pompe, ça m'ouvre un petit pop-up et puis ça me propose, en fonction des documents qui ont été rentrés dans le logiciel Factory, ça me dit, là, sur cette pompe, il y a ce document-là, ce document-là.
Et puis la partie attributs, on n'en a pas parlé, on n'a pas montré, mais donc de pouvoir visualiser et modifier les attributs de la pompe qui auraient été donnés au départ via le fichier IFC, via une base de données, un fichier Excel. Donc l'idée, c'est de se calquer au standard du VSA, pourquoi pas au standard COBie pour avoir quelque chose peut-être de plus international au besoin, mais c'est pas sûr. Dans la maquette, on a aussi l'idée, par exemple, d'aller positionner les caméras, où se situent les caméras. Et puis quand je clique sur la caméra, voilà, j'ouvre le flux vidéo. Comme ça, c'est vraiment d'utiliser cette maquette comme un portail vers des données, des éléments qu'on a déjà. Le système de caméra, il existe très certainement. Donc voilà, on mettrait les caméras dans la maquette, comme ça on clique dessus, on sait où elles sont et on va les ouvrir, quoi. Mais pour arriver sur un système qui est certainement déjà existant, quoi. Tout ce qui est détecteur de gaz, détecteur d'incendie, pareil, avec les liens peut-être vers la centrale incendie. Et puis en fait, on peut imaginer plein de choses. Et du coup, c'est le mot de la fin que je mets, c'est on peut tellement imaginer de choses qu'à un moment donné, attention, ce qui serait peut-être un peu bling bling. Donc c'est de se dire toujours, ok, j'imagine plein de cas d'usage, plein de choses. Bon, est-ce que vraiment c'est une fonctionnalité qui va servir à la maintenance, à l'exploitant, au manager, aux gens du laboratoire? Donc voilà, essayer de ramener ça, voilà, on va dire au monde réel pour se dire, OK, la fonctionnalité va-t-elle servir, vraiment, quoi? Donc voilà, je vous remercie, j'ai terminé. J'étais un peu rapide, mais voilà, je suis à disposition, bien entendu, si vous avez des questions ou autres, Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Geoffroy, pour cette présentation. Donc, vous voyez qu'il y a de tout. Donc, dans le Bling Bling, j'imagine, donc le lien sur la machine à café en BIM dans la step, ça, on ne l'aura Pourquoi pas tout de pas? suite, quoi. Pourquoi pas? Savoir qu'il faut mettre les grains dans la machine depuis la maquette, c'est Je techniquement plaisante. faisable. D'accord. Il y a trois questions, peut-être rapidement. Question qui revient toujours, hein. Y a-t-il une taille de projet ou de step minimum pour intégrer le BIM au projet en question, lié au coût potentiel, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que c'est adapté à des steps de moins de 30 000 équivalents habitants, hein? Ce que je disais, Frédéric, vous êtes à Genève, la step que tu as présentée, je ne sais pas combien d'équivalents habitants vous avez. La Chaux-de-Fonds, à Genève, vous êtes à Villette, vous êtes à 80 en 000. équivalent habitants. 80 000. À la 80 000. Chaux-de-Fonds, vous êtes à combien? Je saurais pas répondre, je sais pas combien ils sont, mais on doit Mais, être mais du la style question, de c'était un petit Villette, voire un peu peu, plus petit, hein. Plus petit, ouais. je ne sais pas si quelqu'un le, Ouais, je le, sais pas s'il y le, a des le gens sait, de mais la la chaux de question fonds. maintenant, certainement, mais moi je pose la question aussi aux autres personnes qui ont présenté. Cette question revient toujours. Est-ce que le BIM s'adapte aux moins de 30 000 équivalents habitants? Est-ce qu'il y a un seuil critique auquel il faut répondre pour appliquer le BIM? Peut-être, moi, je peux dire un mot. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un Oui, seuil critique. Nous, en tout cas, dans les bureaux d'ingénieurs aujourd'hui, on utilise le BIM, en tout cas le volet, je dirais, conception, coordination 3D, avec en général un minimum d'informations. On l'utilise quasiment aujourd'hui pour tous nos projets, même pour des tout petites installations. Après, je pense que la question va plus se poser dans le volet exploitation et usage après, comme l'a présenté Frédéric ou Geoffrey, c'est dans l'exploitation, parce que une des grandes difficultés que moi je vois, c'est effectivement le maintien et la mise à jour de la maquette, justement comme Frédéric disait, si on vient à changer de modèle de pompe, on rajoute un tuyau, ben, au SIG, ils ont peut-être la taille critique pour avoir un modeler BIM en interne. C'est clair qu'une station de 15, 20, 25 ou 30 000 habitants, ben disons, on n'a peut-être pas les compétences en interne. Et puis, il y a peut-être aussi après une problématique voilà, d'avoir une dépendance face à un bureau qui doit faire la maintenance de la maquette. Ça, c'est des vraies questions. Mais moi, je pense en tout cas pour la phase de conception, il y a pas spécialement de taille critique. d'accord. C'est une réponse, Johan, de ton côté aussi d'expérience. Il n'y a pas vraiment de taille critique, c'est ça? Non, enfin moi je rejoins Didier, hein. Aujourd'hui, le BIM est devenu, enfin, le BIM est devenu un standard pour les ingénieurs. Après, c'est effectivement la question de jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on veut mettre comme objectif, et puis la problématique derrière de mise à niveau et donc de personnel potentiellement chez et de formation. Ouais. La formation, c'est un point que tout le monde a parlé.
Une autre question, c'était comment suivre les modifications effectuées lors des mises à jour. Donc, ces fameux informations sur l'information, si vous me passez l'expression. Donc, comment est-ce qu'on peut suivre ces modifications lors des mises à jour? Comment ça se passe? Bah, en tout cas, moi, je peux effectivement apporter un élément de réponse. Il faut être Euh, extrêmement rigoureux. Oui, mais le terme, enfin, il y a un saut en termes de compétences, mais après, il Exactement. reste la rigueur à garder. Donc, le mot d'ordre, et c'est clair, c'est que pour que l'outil, bah, comme tous les outils finalement, mais c'est vraiment la rigueur. C'est-à-dire qu'une modification a été faite, il faut l'intégrer. Il y a une espèce de processus interne. Vous avez un processus interne, par exemple, je pense au SIG, lorsque vous avez changé quelque chose pour On- updater automatiquement la maquette. alors, on est en train de le définir. On est en train clairement de le définir parce qu'on se rend compte que OK, on a peut-être beaucoup d'installations, on a quelques effectivement dessinateurs, soit, mais on n'a pas encore de manière enfin, très concrète, formalisée, tout le processus de mise à jour, que ça peut être effectivement de la GMAO, de la maquette, des informations qui vont servir à beaucoup de corps de métier. C'est un sujet. C'est un sujet. D'accord. Alors, il y a une autre question qui a été posée, je crois qu'on en a parlé un petit peu, elle était parlé de mettre en commun sur serveur central, donc toute cette base de données BIM. Est-ce que, il y avait toutes les normes euh, euh, est-ce qu'il y a un problème qu'on peut mettre de sécurité avec les normes TIC, donc sécurité physique numérique des installations critiques? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Non, Stéphanie, on est dans un webinaire actuellement. Je te répondrai après. Moi, je dirais ça, il faut effectivement que la C2, donc la base de données qui est mise en place, réponde à ces normes de sécurité. Donc ça, effectivement, faut le regarder. Il y a eu pas mal de discussions avec SIG. À un moment donné, il y avait des discussions. Il y en a aussi sur d'autres projets. Finalement, est-ce que les données sont stockées aux États-Unis, en Europe, en Suisse? Quels sont les degrés de confidentialité? Ça, effectivement, c'est C'est un sujet encore un sujet qu'il ouais. faut régler au départ. Moi, j'avais juste donc une petite complément de la part d'une personne. Donc, la step de la chaux de fonds, 37 500, enfin 40 000 équivalents habitants à peu près. Donc, c'est l'ordre de grandeur. Donc, on parlait, est-ce que c'est applicable? Donc, on voit que pour une step de 40 000 équivalents habitants à peu près, même le modèle d'exploitation qui est à définir. Et puis, c'est aussi les exploitants, c'est vous les exploitants qui devront aussi euh, présenter, dire, moi, j'ai besoin de ça pour ma step, pour m'aider dans mon travail. C'est aussi un travail vraiment de relation, on a un outil et puis finalement, c'est la mise à disposition de l'outil qui aidera à définir ce dont on a besoin. Euh, j'ai juste une question, peut-être, je vais aller du côté de Denis. Denis, tu es encore là? Euh, Ouais, je suis là. tu es là. Donc, toi, BIM, de ton côté, du côté du GRES, le BIM, c'est un thème d'actualité. On en est où? Vous en êtes où dans les discussions en interne au niveau du GRES? On a fait ce webinaire ensemble. Il y a une espèce C'est de... toujours là, c'est toujours la même chose. Tout le monde veut faire du BIM, mais savoir jusqu'où on va, c'est ça. Nous, on est parti sur le BIM pour notre extension, mais est-ce Alors que ça vous, vaut la tu peine? Est-ce que ça précises vaut pas la peut-être, peine? tu peux préciser la taille de chez vous, là où vous en êtes, On est 32 000 équivalents. 32 000 équivalents. Et puis c'était la Ouais. question, c'est l'extension de la station d'épuration, c'est ça? Oui, on va monter à 50 000, mais j'entends ça ne change rien du tout. Les installations sont quasiment les mêmes et tout ça. C'est juste de savoir que ben, c'est quand même du lourd derrière parce qu'il faut quand même tenir à jour toutes ces histoires, quoi. C'est ça. C'est un peu comme une D'accord. GMAO. Alors, est-ce que ça aide pour savoir où sont les machines, les vannes, etc. Pour un novice qui ne connaît pas la station, oui, c'est magnifique. Mais pour un exploitant, il sait très bien où sont les choses. Donc, est-ce que... Je ne suis pas convaincu. Il y a Mon encore point de du... vue. je pense que chacun aura un peu son point de vue. Ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle approche. On a une approche de standardisation, mais on ne va pas y échapper. Je crois que c'est clair maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si dans les bureaux qui sont présentés ici ou au SIG, de toute façon, c'est clair. Le train BIM est parti. Vous me passez Mm, l'expression à Genève. tout à fait. Didier, Johan, chez vous, il n'y a pas, on parle pas de refaire, de reconstruire, de repartir sur une step sans passer par le BIM actuellement, ou je me trompe? Non, alors C'est
Nous, je dirais pour la phase conception des installations, aujourd'hui, on ne s'en passerait plus. Enfin, je veux dire, comme l'a dit Johan avant, je veux dire, là, c'est devenu un standard en termes de conception. Mais encore une fois, la notion importante, c'est que la profondeur de champ de ce qu'on va faire avec cette méthodologie BIM, je crois qu'un peu tout le monde est OK pour le fait de dire que d'utiliser la coordination 3D, l'assemblage de maquettes IFC, la détection de clash pour travailler, ça, chez nous, c'est vraiment enfin, le bureau d'ingénieur en général, je dis, c'est devenu un standard. Après, la profondeur de champ, elle varie beaucoup aujourd'hui dans les informations qu'on va intégrer dans la maquette, sur l'usage que va en faire le maître d'ouvrage et puis disons un peu l'interaction avec le maître d'ouvrage. Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont très geeks, on va dire, qui s'impliquent beaucoup, d'autres que ça intéresse moins. Après, effectivement, je pense que l'aspect d'après pour la partie exploitation, je pense effectivement qu'un exploitant sait où est sa pompe, mais voilà, il y a d'autres fonctionnalités. Je trouvais vraiment intéressant la présentation d'un mix, par exemple, on lie la maquette à ça. Après, de lier encore les temps de fonctionnement des éléments à une GMAO, ça peut devenir des outils. Enfin, je dirais là, je pense qu'il faut déjà une certaine taille critique, mais ça peut venir des outils très, très intéressants pour définir les intervalles de maintenance, montrer aux gens où est exactement l'objet qui est en défaut, des choses comme ça. Mais voilà, encore une fois, il y a la profondeur de champ peut être très variable, mais nous revenir en une planification 2D aujourd'hui, c'est exclu, quoi. Johan, c'est la même chose chez vous. Ouais, Voilà, j'ai rétabli son. Oui, 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 enfin, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est aussi un standard et on va pas revenir, on va pas revenir. Après, d'accord. effectivement, on reste souvent dans des réflexions 2D dans les phases amont sur les variantes, et puis dès qu'on c'est un peu figé, ça monte en 3D, même si effectivement, de plus en plus, là, on va de plus en plus tôt en 3D parce qu'on ça permet aussi d'avoir d'autres réflexions, et puis ça va assez vite. Alors moi, j'ai juste une dernière question. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Frédéric ou bien Denis, c'est quoi la formation minimale que vous conseillez pour, pour pouvoir un peu gérer, discuter avec les coordinateurs BIM, si en exploitation ou en phase de conception? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous recommanderiez pour un exploitant pour s'associer à toute la planification? Vous avez fait quoi, vous, ou bien qu'est-ce que vous recommanderiez comme formation? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de formation minimum ou nécessaire à avoir. C'est vraiment, on va dire, plutôt l'intérêt qu'on porte au projet et l'intérêt qu'on porte au futur outil qu'on est en train de concevoir avec la maquette BIM. C'est avec cet outil, justement, qu'on arrive, en tant qu'exploitant, à se projeter dans le bâti. Donc, ça permet de vraiment euh, bien s'imaginer, bien voir en fait comment sera conçue l'installation pour qu'on puisse vraiment s'approprier déjà dès le départ. Et potentiellement, des fois, comme j'imagine que chaque exploitant a un peu ses petites particularités, ses petites manies ou ce genre de choses, et ben, ça permet justement déjà de le voir à la conception et ça permet justement de, des fois, rattraper certaines planifications qui sont effectuées dans la maquette. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à l'ergonomie générale du site. C'est vraiment un bel outil pour ça, clairement. Denis, de ton côté? Oui, alors moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'une formation bien spécifique pour dire ce qu'on a envie, quoi. C'est comme Frédéric disait, j'entends chacun ses petites manies, si on veut, ses petites façons de voir les choses. Donc, il n'y a pas besoin d'une formation bien spécifique. D'accord. Ben, écoutez, en tout cas, je remercie tous nos orateurs de cet après-midi pour avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a apporté quelques éléments d'éclaircissement sur l'utilisation du BIM dans le futur, dans les stations d'épuration en Suisse. Donc, cette présentation a été enregistrée. On la mettra à disposition via le GRES et puis le VSA. Vous recevrez un petit mail, de même que les présentations des différents orateurs, à moins que je pense que c'est OK pour mettre vos présentations à disposition. Et puis, moi, je me réjouis de voir l'évolution du BIM par la suite, de voir comment cet outil va se développer. Et puis, on espère que ce sera vraiment un outil qui vous permettra d'avancer et de vous aider dans vos tâches d'exploitation de tous les jours. Voilà. Du coup, au nom du VSA, au nom du GRES, j'imagine, ben, je remercie tout le monde. Et puis, au plaisir de se revoir pour discuter du BIM ou d'autres sujets dans notre domaine dans notre domaine qui est en mouvance constante. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite un très bon après-midi et au plaisir de se revoir dans le cadre d'autres activités. Merci et à bientôt.
À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Au revoir.